Les injonctions, les modèles, les croyances, les stéréotypes concernant notre sexualité et nos relations intimes sont partout. Que ce soit dans notre culture, notre religion, notre cadre familial ou amical, au cinéma, dans les livres, dans les représentations collectives, tous ces codes, tous ces schémas font tellement partie de notre quotidien qu'il peut être difficile de se rendre compte qu'ils nous viennent de l'extérieur. Comment savoir ce qui relève de nos envies et goûts personnels ? Comment distinguer ce qui nous appartient de ce qui nous a été transmis, voire imposé ? Maryse Frochot est sexothérapeute. Dans cet épisode, nous explorons avec elle ce qui peut modeler notre manière d'aborder le sexe et les relations intimes. Au travers d'exemples concrets, elle nous donne des clés de réflexion, de prise de recul et des pistes pour se reconnecter à soi et à l'autre, pour cheminer vers une sexualité joyeuse, personnelle et épanouissante. Bonjour et bienvenue dans mon podcast Deep Impact. Je suis Valérie Sten et ici je te parlerai d'hypnose évidemment, mais aussi de santé mentale en général et de tous les sujets d'actualité qui touchent de près ou de loin à l'hypnose ou à la santé mentale. Parfois tu auras affaire à moi toute seule ou à d'autres moments à mes invités, qui seront tantôt des experts dans leur domaine, tantôt des personnes qui viendront témoigner de leur vécu afin de partager tout ce qu'elles ont traversé. Bonne écoute! Bonjour Maryse. Bonjour Valérie. Bienvenue dans mon podcast. Merci de l'invitation. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Le sujet va être, je pense, passionnant. Je ne vais pas trop dire de quoi on va parler. Je vais te laisser d'abord, si tu veux bien, te présenter. Ok, donc moi je suis Maryse Frochot, je suis sexothérapeute. J'accompagne des femmes et des hommes sur des problématiques relationnelles, sexuelles. Donc ça c'est par exemple des problématiques de troubles autour de la sexualité ou alors par exemple des problématiques autour de la communication dans le couple. Donc voilà, tout se passe en visio, donc j'interviens sur le monde entier avec des personnes qui parlent essentiellement français. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe, un petit peu comme pourrait le faire un psychologue sur d'autres problématiques, mais là sur une problématique spécifique qui est la sexualité et les relations. Donc, tu reçois parfois des gens en individuel et puis également des couples. Quand tu C'est reçois des couples, est-ce que tu les reçois ensemble, séparément ou les deux? Et ben, donc voilà, donc je reçois des personnes qui soient soit célibataires, soit en couple. Les personnes en couple, je peux les recevoir en individuel ou alors en thérapie de couple. Et donc, c'est-à-dire que je les reçois ensemble et après, je fais une séance souvent individuelle entre les séances couple pour revalider certaines choses dans l'histoire. Et après, je les revois ensemble tous les deux. D'accord. Oui, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'il y a des interactions et des choses parfois qui peuvent se faire chacun de son côté, d'autres choses qui se font C'est ensemble. ça. Donc, Ouais, ouais, j'imagine que c'est exactement. assez, Et peut-être des choses qu'on n'arrive pas forcément à dire devant le ou la conjointe. c'est ça. Voilà, donc c'est pour ça que la séance individuelle parfois peut aider à débloquer certaines choses ou à comprendre certaines choses de soi-même pour pouvoir après savoir l'expliquer à son partenaire. D'accord. Et une thérapie dure combien de temps à peu près? Est-ce que tu as des moyennes? Peut-être pas. Ben, ouais, vraiment, c'est assez variable au final. Ça peut aller, parfois, c'est débloqué en une séance. Donc, voilà, c'est des choses bah, qui n'ont pas été dites, qui sont dites la première fois. Rien que de se décharger, ça fait un bien fou. Et puis après, en moyenne, quand même, ça dure une année et demie. Euh, Ça peut durer plus, hein. Généralement, j'ai des patients, des patientes qui sont là depuis 2 ans. Tout dépend vraiment de la problématique. Il y a des problématiques qui sont assez simples de décoder et donc d'amener la personne à comprendre et à évoluer. Et d'autres, c'est assez complexe, donc on a un peu plus de temps. Donc, comme tout ce qui est humain, c'est très variable. C'est ça. Voilà. Il y a les stats, mais Voilà. après, il y a la vie. Alors justement, c'est un peu le sujet dont je souhaitais que nous discutions aujourd'hui ensemble, enfin pour lequel j'aimerais avoir un peu ton expertise, ton regard en tant que sexothérapeute. Donc le sujet du jour, c'est les injonctions et les modèles qui nous sont un peu assénés en fait concernant la sexualité, concernant bah,
la vie de couple en général, et puis les répercussions que peuvent avoir toutes ces injonctions et ces modèles sur notre sexualité. Comment en fait j'ai envie de dire, la culture, le collectif vient parfois s'immiscer dans notre intimité. Complètement. Est-ce que tu pourrais, pour commencer, si tu veux bien, nous donner quelques exemples des croyances ou des injonctions concernant notre sexualité en fait? Mm. Il y en a une, parce on est rempli hein, quand même d'injonctions et de modèles tout faits. Euh, la principale qui revient en tout cas la plupart du temps, et on a encore du mal aujourd'hui à faire comprendre que ça peut se passer autrement, c'est vraiment le schéma préliminaire, érection, éjaculation, fin du rapport, et on retourne à nos activités, il n'y a rien après, il n'y a rien avant, il n'y a rien pendant, il n'y a pas de mouvement possible entre chaque chose, ou alors même par exemple, on peut très bien avoir un rapport sans éjaculation, par exemple. On peut très bien avoir un rapport sans pénétration. Voilà, donc il y a plein de choses comme ça autour de ce schéma qui aujourd'hui est assez ancré et assez difficile à retirer. Après, il y a d'autres schémas aussi qui arrivent de supports nouveaux. Par exemple, il faut absolument faire une fellation. Non, par exemple, on n'est pas obligé d'avoir un rapport sexuel avec un homme et d'avoir forcément du sexe oral avec lui. On peut très bien dire non, je n'aime pas. Euh, Est-ce- Excuse-moi, je t'interromps parce que est-ce que tu veux dire que c'est intégré dans le schéma ou que c'est une pratique qui est supposée être obligatoire entre guillemets et dans parce la que vie? c'est ça, c'est une pratique qui maintenant on se dit, moi j'aime pas faire des fellations, est-ce que je suis normale? Bah Ok. oui, c'est tout à fait OK, tout à fait entendable de pouvoir avoir une relation sexuelle épanouie avec une personne sans avoir à ni donner ni recevoir, en tout cas aimer donner ou aimer recevoir une fellation. Il y a des questions comme ça qui reviennent sur est-ce que je suis normale si je n'aime pas faire ça? Moi, ce que je dis souvent, c'est qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce qui vous donne du plaisir? Euh, Concentrez-vous sur justement ce qui vous donne du plaisir et ce qui vous n'en donne pas, pourquoi le faire? Est-ce qu'il y a un intérêt derrière? Est-ce que c'est quelque chose qui va vous donner un certain statut? Est-ce que c'est quel est l'objectif derrière? Est-ce qu'il y a un objectif? Parce qu'il y a toujours un objectif à faire quelque chose qu'on ne veut pas faire. Donc, c'est les faire réfléchir justement sur à quoi ça sert de faire cet acte qu'on n'a pas forcément envie de faire. Donc c'est vraiment la question voilà, de la normalité. Et c'est ce que je dis, c'est qu'on n'est pas obligé de faire toutes les pratiques, toutes les positions, vraiment tout ce qui est attrait à la sexualité pour avoir une sexualité épanouie et heureuse dans son couple. Ou alors même avec soi-même. C'est pas parce qu'on voit quelque chose à la télé ou sur une image ou en tout cas ou quelqu'un qui nous raconte une histoire, on n'est pas obligé de se dire ah bah ouais, oh, mince, il faut que je fasse ça, je ne le faisais pas, il faut que je le fasse absolument parce que sinon je n'ai pas une sexualité épanouie. Donc voilà, c'est vraiment de choisir en fait ce qu'on aime dans la sexualité et ne pas répondre aux injonctions qui sont assez nombreuses. Par exemple, il y a une injonction maintenant, c'est faut pas coucher le premier soir. Bah, pourquoi pas? Voilà, en fait, il y a pas de règle. Si c'est fait dans le respect l'un l'autre, qu'on a une bonne complicité, que pendant la soirée, il y a eu un bel échange, les deux sont d'accord, pourquoi pas? Voilà, c'est encore une injonction où on se dit, ben, c'est une interdiction. Euh, ça dépend de chacun. C'est vrai que Parce les injonctions, que ça peut être dans les deux sens. Ça peut être des choses qui sont obligatoires et d'autres, comme tu le dis très bien, qui sont interdites ou mal vues ou voilà. Hmm. voilà, c'est ça. Ou c'est comme le fait d'arrêter la masturbation parce qu'on est en couple. Ça aussi, c'est une injonction. C'est, ah bah non, je peux pas me masturber parce que sinon, je ne serais pas présent ou présente pour mon partenaire. Bah non, 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 pas du tout. Même ça peut même réduire certains troubles de l'éjaculation ou de l'érection de pouvoir avoir une masturbation entre certains rapports.
Donc c'est vrai il y en a vraiment énormément. Et il y en a de plus en plus parce que même si on arrive à s'émanciper de certains schémas, certains modèles, parce que de plus en plus on en parle, il y en a d'autres qui arrivent. Maintenant, il y en a un, c'est faut absolument avoir un orgasme. Sinon, ça veut dire que j'ai pas une sexualité heureuse. Ah, alors, c'est quoi l'orgasme? À quoi il sert pour la personne? Est-ce que tu prends du plaisir? Parce que si tu prends du plaisir, pourquoi vouloir chercher justement cet orgasme en plus? C'est encore une fois, euh, pourquoi on veut atteindre ça? Est-ce que c'est pour vraiment soi-même ou est-ce que c'est pour répondre justement à une injonction qu'on a entendue voilà, dans les médias, dans les films, quelque part par des amis? Donc, il y en a quand même pas mal. De ce que j'entends, c'est qu'en fait, il y en a vraiment beaucoup et Ouais, ça touche à plusieurs niveaux en fait de notre c'est ça. intimité, de notre vie sexuelle. Voilà. Et aussi, ce que j'entends, c'est que il y a beaucoup cette question de la normalité en fait. Mm, J'imagine que les gens sont inquiets d'être justement dans une norme. Et puis, comme la sexualité, c'est quelque chose d'un peu, encore, même si on en parle partout, qu'on en voit partout, ça reste quand même un peu tabou, ça relève de quelque chose de très personnel et de très intime. Donc, on a besoin parfois d'avoir des réponses et de ouais, se conformer à quelque chose, à des modèles, pour se rassurer, en fait. Donc, c'est c'est ça. compliqué. Ça rassure de se dire on est dans un modèle particulier pour en tout cas certaines personnes. Mais il faut faire attention à ce qu'on entend parce que les magazines de l'été ou les copains, les copines, c'est pas forcément des modèles de sexualité épanouie qu'il faut écouter, entendre. C'est pas forcément eux qui ont la bonne réponse. Voilà. Et comme Mais tu disais, la réponse, elle est en soi, en bah, fait. c'est ça, la réponse elle est en soi et c'est pas forcément et puis c'est pas forcément la vérité non plus ce qu'on peut entendre donc faut faire attention aussi à ce qui se joue quoi. Mais voilà, c'est vraiment cette question de normalité, c'est mince, j'ai entendu qu'il fallait faire ça, moi je ne le fais pas. Est-ce que je suis normale? Est-ce que ma sexualité est OK en fait. Bon, on va creuser cette question. Euh, Avant d'aller un petit peu plus loin sur les conseils, etc., d'après toi, quelles sont les sources, enfin, par où nous viennent ces injonctions et ces modèles? Quels sont les principaux canaux? Est-ce que c'est dans la presse? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux? Est-ce que, comme tu disais, ça peut être les amis? Quels sont les canaux, en fait, qui font pression sur nous? Bah, déjà, ça vient principalement de notre éducation. Donc parents, famille, voilà, je cible pas que la mère, le père, hein. Vraiment, c'est l'éducation au sens large. Par exemple, une petite fille, voilà, je prends l'exemple d'une petite fille je sais pas, 5 6 ans, va découvrir son corps, soulever sa jupe et peut-être caresser sa vulve. Euh, c'est une activité tout à fait normale. Pour elle, c'est pas une activité sexuelle. Elle découvre quelque chose, un plaisir qu'elle ne connaissait pas. Peut-être qu'elle le fait dans le salon. Il y a du monde autour. Au lieu de dire à cette petite fille ah mais c'est sale ce que tu fais, range ça, c'est pas possible, tu n'as pas le droit de faire ça, plutôt lui expliquer que effectivement c'est bien de découvrir son corps, mais c'est peut-être bien de le faire quand elle est dans sa chambre toute seule et puis quand elle sera plus grande avec sa copine ou son copain, mais qu'en attendant c'est une activité qu'elle elle peut découvrir son corps mais de façon plutôt un peu plus secrète, voilà, un peu moins devant les gens. Sans forcément amener un discours autour de la sexualité, mais juste lui dire, ça se fait, voilà, pas devant nous. Voilà. Plutôt que lui dire, bah ouais, c'est sale. Parce que du coup, sinon, si on lui dit c'est sale, la masturbation, ça déjà, se toucher la vulve, ça va déjà être une activité sale. Et le fait de ne pas se sentir propre dans sa sexualité, il y a beaucoup de femmes qui le ressentent. Donc voilà, c'est un exemple hein, parmi tant d'autres, mais c'est vrai que l'éducation qu'on reçoit de la famille, de la famille proche ou un peu plus éloignée, déjà ça c'est un premier vecteur. Après, on a aussi à l'école si on a la chance d'en avoir, quelques cours à éducation à la sexualité. Mais là encore, on nous apprend les interdits, les risques, les problématiques qu'on peut avoir. Donc, on nous apprend les grossesses, les interruptions de grossesse,
mettre un préservatif parce que sinon il y a des risques. Alors c'est très bien, il faut les connaître, hein, ces risques, il faut faire attention voilà, quand on a un rapport, il faut se protéger. Mais il n'y a pas de notion de plaisir, il n'y a pas de notion oui, que ça peut être beau en fait. La sexualité, c'est voilà. Donc là aussi, encore une fois, donc on rentre dans l'adolescence et clac, on nous inculque que faut faire attention. Ouais. Donc, c'est très bien, mais il faudrait rajouter un petit chapitre et puis ce serait parfait, quoi. Et puis après, ben, dans tout ce qui est autres canaux, bien sûr, il y a tout ce qu'on voit dans les films, hein, même sans être un film pornographique, hein, un film juste comédie romantique, c'est les deux personnes arrivent dans la chambre, se déshabillent violemment, il y a une pénétration, une éjaculation, et hop, le rapport se termine. Donc, il y a pas forcément vraiment de temps, en tout cas de prendre le temps d'avoir un rapport sexuel. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, maintenant, un rapport sexuel, c'est bon, allez, il faut faire vite, tac, tac, comme une décharge. Alors que non, un rapport sexuel, ça peut être vraiment très long, ça peut commencer avant même justement le sexe oral, rien qu'un compliment, un toucher sur l'épaule sensuelle, voilà, la sensualité, ça fait partie du rapport sexuel. Donc il y a ça, et évidemment, après, alors moi je suis pas contre hein, la pornographie, mais c'est vrai que dans la pornographie, il y a beaucoup de modèles, d'injonctions qui, euh, qui viennent aussi perturber ce que nous, on se fait de la sexualité. Enfin, Donc ça c'est vient un peu, tu vois, ouais, de différent. plein de facteurs aujourd'hui, nos injonctions. Hein. Oui, en effet. Mais c'est vrai que tu as raison, le socle, ça va être vraiment voilà, dans la petite enfance, en fait. Ça commence dès l'enfance, en tant que parent, être vigilant à ce qu'on véhicule, en fait. C'est ça. Et c'est pas toujours De- simple. C'est pas toujours simple, non, c'est sûr qu'il y a beaucoup de parents justement qui viennent me voir aussi Ouais. pour me poser la question comment je fais pour parler de sexualité avec mon enfant. Et c'est vrai que si l'enfant est ado et qu'on veut parler de la sexualité alors qu'on n'en a jamais parlé avant, ça va être très compliqué. Alors que si on a déjà parlé du toucher, euh, de, euh, de la sensualité, enfin vraiment de choses autour de la sexualité, de la relation avec les hommes, les femmes, etc. Il y aura plus de facilité après à aborder la sexualité. Mais c'est vrai que passer de on-off sur ce sujet-là, c'est vrai que c'est plus difficile. Alors après, ben, ce qui est possible d'être conseillé, c'est par exemple de laisser un livre d'éducation à la sexualité sur le salon. Euh, qui est un peu en format BD, par exemple, ou ce genre de choses, ça peut peut-être aider aussi l'enfant à être curieux. Oui, c'est de bonnes idées. Si c'est compliqué d'en parler, oui, de laisser des documents comme ça, négligemment, Voilà. sur la table du salon. Très bonne idée. On va parler, voilà, particulièrement de la pornographie. Enfin, quelles sont selon toi les influences négatives ou positives ça peut avoir sur notre sexualité? Et puis, dans un deuxième temps, si tu peux nous donner, nous expliquer comment choisir en fait des contenus pornographiques qui correspondent à notre vision des choses et Ouais. qui, tu vois, comment éviter aussi de se retrouver avec des choses qui peuvent nous heurter notre sensibilité, par exemple, si on s'y attend pas. Enfin, voilà, il y a deux pans. Je vais revenir sur ma première question pour ne pas t'embrouiller. Quelles sont selon toi les influences positives et négatives que la Ouais. pornographie peut avoir sur notre sexualité? Ben, manière négative, ce serait de croire que la pornographie, c'est la réalité. Non, c'est pas forcément une réalité. C'est fait pour avoir un plaisir intense, rapide, qui répond à une masturbation la plupart du temps solitaire. On peut regarder un porno en couple, hein, y a pas, voilà, mais en tout cas, le fonctionnement, comment ça a été pensé, c'est ça. Donc, c'est de la sexualité rapide, c'est du plaisir rapide. C'est ça qui peut être un peu négatif dans le sens où on se dit, bah, ils font ça, donc ça marche, donc il faut que je fasse pareil. Il y a beaucoup, par exemple, de jeunes filles aujourd'hui qui me posent la question, est-ce que je suis obligée d'avoir un rapport anal? Parce que
c'est dans la pornographie, elles l'ont vu, leurs petits copains ou petites copines en parlent, c'est quelque chose de... voilà, c'est une nouvelle crainte, parce que c'est dans la pornographie, il y en a beaucoup, évidemment. Donc, euh, donc ça, c'est peut-être, je dirais, les influences un peu négatives. En fait, il faut prendre du recul sur cette pornographie. Euh, Après, encore une fois, comme je disais, voilà, la sexualité, c'est pas forcément faire toutes les pratiques pour être heureux, heureuse. Donc, on peut très bien se dire, moi, la pratique anale, bon, moi, j'ai pas envie, ni de tester, ni d'aimer, donc j'en fais pas. Voilà. Mais c'est voilà, juste avoir ce recul-là nécessaire pour ne pas rentrer justement dans une nouvelle injonction de se dire, bah, j'ai vu ça, donc c'est comme ça que je dois faire. Après, de manière positive, la pornographie, ça apporte quand même, parce que beaucoup de personnes n'ont pas un univers fantasmatique développé. Donc ça peut apporter un peu plus de fantasmes, ça peut apporter des idées, des choses qu'on pourrait se dire, ah bah tiens, ça, peut-être en modifiant un petit peu le rapport, je pourrais essayer de le faire, ça pourrait être sympa, tiens, je vais le proposer à ma ou mon partenaire. Donc ça peut amener des idées. Ça peut aussi aider à retrouver une masturbation avec soi-même parce qu'on n'en avait plus et qu'on n'avait plus l'envie d'avoir une masturbation, il n'y avait plus de désir, il n'y avait plus d'envie et de regarder un film pornographique ou érotique. Oui, j'allais dire, c'est vrai on a parlé de la pornographie, mais j'aurais pu inclure aussi l'érotisme, en C'est effet. ça. C'est vraiment parce il y a vraiment voilà comme tu disais après comment choisir il y a différents niveaux de la pornographie et puis il y a différentes pratiques dans la pornographie il y a tellement de catégories il faut enfin, des fois on passe des heures à chercher en fait sa catégorie ce Ouais. qu'on aime vraiment parce qu'au final qu'est-ce qu'on aime vraiment parfois on ne le sait même pas. Oui, c'est pas facile. Donc, c'est pas facile en plus de se retrouver dans ce brouhaha de films. Mm. Et puis en plus, des fois, la personne peut en mettre un et puis se dire, ah non, mais en fait, j'aime pas du tout, Oui. c'est affreux, c'est pas pour moi. Voilà. Donc, donc, il y a un choix vraiment à faire dans la pornographie. Moi, je suis pas contre parce qu'il y a des choses positives et des choses négatives. En fait, c'est pour ça que il faut avoir assez de recul et donc peut-être un peu de maturité. C'est pour ça que Oui. la pornographie trop tôt, euh, c'est peut-être Mm. dangereux. Voilà. Mais quand on a l'âge de se dire, ah bah voilà, je regarde ça parce que, en fait, là, j'ai envie d'avoir une masturbation, j'ai pas envie de réfléchir à plein de choses en tête, j'ai juste envie de me détendre et de décharger, en fait, cette pulsion sexuelle que j'ai, je regarde un film et puis voilà. Après, voilà, dans le choix, déjà de se dire, bah, la pornographie gratuite, bah oui, c'est bien, hein, c'est gratuit, mais malheureusement, ça sera moins éthique que quelque chose qui sera filmé avec des professionnels. Il y a beaucoup de femmes maintenant qui produisent de la pornographie et c'est très bien fait. Ouais. Euh, mais oui, c'est payant. Voilà. C'est sûr que ça va être plus amené en plus, plus long, plus en longueur, avec une vraie histoire qui va se construire. Et puis après, un rapport sexuel qui va, oui, rejoindre les codes de la pornographie, mais en fait, il y aura eu toute cette histoire qui sera mise avant, qui va mettre bah, celui qui regarde dans un contexte déjà plus éthique, plus juste, en fait, avec juste un rapport sexuel où on fait play et on est direct dans le bain, quoi. Mm. Donc déjà, ouais, cette chose-là voilà, de gratuité ou de paiement, déjà, c'est quelque chose qui joue dans la qualité du contenu. Après, déjà de se questionner avant d'aller sur un site, bah, qu'est-ce que j'aime pas, pour savoir sélectionner les vidéos parce qu'il y a des vidéos très trash. Si la personne elle a 16 ans, ça peut vraiment être violent pour elle, hein. Donc c'est pour ça que je disais qu'il y a une question d'âge aussi, faire Oui. attention. Alors c'est très compliqué hein, de dire non à ses enfants parce que maintenant sur Internet, il y en a partout. Oui. Mais malheureusement, c'est bien d'avoir cette forme d'éducation avant, de dire, bah, ok, tu as envie de regarder un film porno, il
il y a une sélection à faire pour pouvoir choisir le bon film qui sera bien pour toi, quoi. Hmm. Donc il y a ça. Mais voilà, voilà Ouais, ce que j'ai à c'est te vrai que dire. du coup, enfin, tu as parlé beaucoup enfin, film, mais c'est vrai qu'il peut y avoir différents supports. Il y a des supports audio, ça peut être aussi, je sais pas, je pense des BD, des mangas, Oui, des magazines, enfin, complètement. Maintenant, on a vraiment cette chance-là d'avoir plein de canaux de diffusion au niveau érotique et pornographique. Donc, il y a pas mal d'audios érotiques qui sont en train de se développer et qui marchent très très bien d'ailleurs. Même maintenant, le truc dans les oreilles dans le métro, on ne sait même pas qui écoute. Enfin, mais il y en a beaucoup qui me disent, moi, je rentre du travail, je mets mes écouteurs et je me mets un petit audio érotique et je retrouve mon mari et je suis contente. Bon, bah, pourquoi pas? Mais oui, avec les réseaux sociaux aussi, il y a beaucoup de dessinateurs qui mettent en ligne leurs dessins. Qui sont très bien faits aussi. Et c'est vrai que c'est aussi un canal très intéressant pour développer son imaginaire. Donc il y en a, voilà, c'est encore une fois, faut choisir parce qu'il y en a, ils vont être très très trash, et puis d'autres, ça va être plus dans l'érotisme, plus dans la ouais, relation de couple. Donc faut savoir ce qu'on aime et ce qui nous dégoûte. Et puis ce qui nous ouais. dégoûte, ben, on ferme. Pas besoin de se mettre des images qu'on n'a pas envie de regarder. Mais oui, il y a beaucoup de comptes là-dessus, sur les réseaux, qui malheureusement ne tiennent pas très longtemps parce que Instagram n'aime pas, mais, Oui, c'est vrai. Oui. mais ils reviennent, donc ça va. Oui, il y a tout ce qui est audio, et puis il y a tout ce qui est film et séries, qui sont pas forcément pornographiques, mais qui sont plutôt érotiques. Et là, qui peuvent convenir justement à une autre clientèle, hein, qui n'a pas forcément besoin d'avoir du trash pornographique, mais une belle histoire d'amour qui finit après sur de beaux rapports sexuels, toute l'excitation qui monte progressivement pour voilà. Donc ça peut être aussi quelque chose d'intéressant à regarder, quoi. D'accord. Et je pensais aussi aux normes corporelles. Par exemple, dans la pornographie, on va voir des tailles extraordinaires, des durées dans le temps qui sont hors normes. Et c'est important que tu le disais au début, de bien se rappeler que tout ça, c'est du fake, voilà, qu'il y a du montage, et qu'il y a du trucage, et que donc se comparer, ça peut être douloureux en fait. C'est ça. Ben, c'est vrai que, bon, il y a quand même cette injonction qu'il faut avoir un gros sexe. Donc, si on regarde Rocco Siffredi, on va se dire, ah merde, mon sexe est tout petit. Mais je ne sais pas si vous avez vu la série qui a été faite sur Rocco Siffredi, mais elle est plutôt bien faite, parce que c'est ce que je dis souvent, un gros sexe, c'est pas forcément qu'un avantage. Si en faisant l'amour, on fait toujours mal à sa partenaire en face ou son partenaire en face, bah, est-ce que ça nous procure vraiment du plaisir de faire mal? Je suis pas sûre, en tout cas pas tout le temps. Donc, cette injonction d'avoir un sexe énorme, bah, voilà, c'est encore une fois quelque chose qu'il faudrait revoir parce que certaines femmes n'aimeront pas, et même certaines femmes chercheront à avoir un sexe plus petit pour pouvoir atteindre cette zone G qui est plus proche dans le vagin. Donc voilà, il y a vraiment des choses, c'est on, c'est encore une fois, on a cette idée-là de l'homme viril, gros sexe, la masculinité, c'est vraiment une représentation. Bon, bah, malheureusement, ça marche pas forcément dans la vie réelle comme Aucun ça. coït doit durer 45 minutes. Voilà, Genre, voilà ouais, de normes, de c'est métriques. c'est ça. Je sais pas, est-ce que tu as peut-être des sites à recommander ou des Ouais, lectures, j'en ai pas mal. Alors, j'ai toute une liste d'ailleurs, donc même je pourrais peut-être te l'envoyer, puis tu la Oui, mettras avec plaisir dans après, les notes. parce Ouais. que c'est vrai qu'il y en a pas mal et voilà, qui sont bien faites, et je sais que c'est éthique. Donc, Bah, super. on n'a pas parlé, mais c'est vrai, il y a des livres aussi hein, qui sont très très bien aussi dans les lectures. Mm. Donc voilà, je te ferai, effectivement, j'ai plein de médias, voilà, que ce soit audio, bouquin, dessin ou film ou série.
J'en ai pas mal, ouais. Eh ben, très bien, on laissera une petite bibliographie Voilà. à partager, ce sera intéressant. Super. Bah, du coup, qu'est-ce que tu en penses, toi, de ces normes? Est-ce que toi, par exemple, dans ton cabinet, tu reçois des personnes qui ont été, enfin, que ça a impacté? Ouais, complètement. Donc moi, ce que j'en pense, c'est que malheureusement, on se limite si on reste dans ces normes-là, dans ces injonctions. Mais moi, la première, hein, avant de faire ce métier-là, hein, je croyais que c'était comme ça que ça devait se passer. Eh oui. Donc c'est toute une forme d'éducation qu'il faut avoir. Alors, bon, j'aime pas tellement ce mot-là, mais un peu une déconstruction aussi quand même qu'il Mais faut avoir. ouais, c'est ce que j'allais dire. Parce qu'en fait, c'est tellement intégré, il faut C'est ça. déjà en prendre conscience, en fait. C'est ça, voilà. Et malheureusement, ben, en fait, oui, c'est ça, on reste bloqué dans quelque chose qui, en plus, peut-être ne nous convient pas. Ouais. Donc, après les questions de j'ai pas de désir, j'ai pas de plaisir, j'ai pas d'orgasme, etc., ben oui, ça va tomber sous le sens si il n'y a pas eu les questions avant de est-ce que c'est une sexualité qui me correspond vraiment ou pas. Donc, ça reste un peu, ça nous limite, quoi. Ok. Et après, ta deuxième question pour savoir, c'était par rapport au nombre de patients, enfin, s'il y avait oui, des Oui, patients. si tu as des demandes et tu sens que ça vient justement de ça, Ouais, des personnes qui ont l'impression de ne pas être normales, comme tu disais, et qui veulent travailler, je sais pas, moi, qui ont l'impression d'avoir des éjaculations précoces et qu'en fait, bah non, ouais, c'est tout à fait un timing normal, mais la personne ouais, croit que c'est ça ça. peut durer plus longtemps. Exactement. Bah, c'est pour ça que certaines statistiques peuvent aussi nous aider parce que c'est vrai que, alors déjà, par exemple, une statistique qui est folle, hein, c'est qu'un homme, sans se contrôler, sans rien faire, s'il a une érection, il peut éjaculer, enfin, en tout cas, il est fait pour éjaculer en 17 secondes. Donc, c'est D'accord. très court. Donc, maintenant, on rassure tous les hommes. Donc, une éjaculation après, il faut faire la différence entre ça arrive tout le temps et ça arrive, ça m'est arrivé le premier rapport avec la personne que je viens de rencontrer, Eh oui. comme l'érection. Donc voilà, il y a plein de choses comme ça où il faut rassurer quand même ces hommes sur ces problématiques-là. Mais oui, il y a beaucoup de questionnements euh, en consultation aussi sur toute la partie fétiche. Enfin, est-ce que c'est normal que j'aime en fait plus regarder les pieds de ma partenaire pendant que je fais l'amour? Voilà. Donc il y a plein de questionnements là-dessus sur les modèles qu'on nous fait. Et vraiment, moi, l'idée, c'est ben, est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que c'est en accord et est-ce que c'est consenti par rapport à la personne avec qui vous partagez votre vie sexuelle? Si ces réponses sont oui, pourquoi s'arrêter? Pourquoi se poser la question de la normalité? En fait, on est tous anormaux, en fait. On a tous notre sexualité à nous. Donc, on va pas avoir la même sexualité, les mêmes besoins, les mêmes envies que le voisin. Et j'ai envie de dire, heureusement, enfin, Oui. sinon ce serait triste. Et puis, même en changeant de partenaire, on peut aussi changer soi-même. Exactement. Hmm. Ouais, exactement. Ouais, ouais, c'est complètement ça. Il y a vraiment cette idée-là aussi que bah, on évolue euh, dans le temps avec nos histoires et aussi nos discours et ce qu'on voit, etc. Et puis, on évolue avec nos partenaires. C'est pour ça que la communication sexuelle est importante. J'allais te demander si tu avais des conseils justement pour faciliter cette communication, parce qu'il y a des personnes pour qui c'est pas évident bah, de demander, d'expliquer, enfin de parler de sexualité en fait. Ouais, Est-ce que tu ouais. aurais des conseils concrets? Ouais, alors, bah ouais, Allez voir un sexologue. Alors, c'est vrai déjà que l'aide d'un professionnel peut aider, bien sûr. Mais après, là, ça serait faire sa propre pub. Mais Oui. évidemment qu'il y a des conseils déjà un peu tout faits à mettre en place. Par exemple, si c'est trop difficile d'en parler, on peut passer par l'écrit. Hmm. Ça, c'est vraiment une première chose qu'on peut faire. Par exemple, moi, ce que je propose souvent, c'est de faire un tableau à deux, trois colonnes en disant, bah, ça, j'aime bien, ça, j'adore, et ça, j'aime pas du tout.
Ok. Et puis on le remplit. Et puis ça peut être plein de choses, hein. Ça peut être la relation sur j'aime recevoir des compliments ou je n'aime pas recevoir de compliments. J'aime quand tu fais à manger. Enfin, ça peut être vraiment sur la relation et c'est aussi une partie sur la sexualité. J'aime quand tu viens me voir, me câliner avant qu'on ait un rapport sexuel ou je n'aime pas que tu me fasses un cunilingus, par exemple. Voilà. Et donc d'affiner, de prendre vraiment ce temps-là, de le faire soi-même, et puis que le ou la partenaire le fasse aussi de son côté. Et puis on se laisse une semaine, et à la fin de la semaine, eh ben, on en parle ensemble en regardant la feuille de l'une, de l'un, de l'autre. Donc ça peut être une première chose si on ne veut pas passer par l'oral. Ok. Passer par l'écrit, parfois, ça aide. Et puis de combiner relation et sexualité, ça aide aussi, parce qu'on n'est pas focus sur la sexualité. Et moi, ce que je dis, c'est bien d'en parler aussi quand tout va bien, et de ne pas Oui, c'est vrai. attendre le moment de, bon, il faut qu'on parle. Oui, oui, c'est vrai. C'est un peu comme la notion de psychologie positive, en fait. C'est se maintenir en bonne santé, donc maintenir une bonne sexualité avant d'en arriver à des Ouais. sujets compliqués. Mm. Ouais, ouais. En plus de parler de la sexualité, du rapport qu'on vient de vivre, ou alors de ce qu'on aimerait vivre, ou alors même de nos fantasmes, hein, mais sans forcément dire j'ai envie de le réaliser avec toi, parce qu'un Mm. fantasme, ça peut rester un fantasme, tout ça va augmenter le désir, va augmenter l'excitation, va augmenter vraiment la fusion qu'auront, la fusion sexuelle qu'auront les deux partenaires. Donc, de parler positif autour de la sexualité, c'est vraiment très important. Ça aide le couple aussi à comprendre comment l'autre fonctionne. Parce que souvent, on est en mode télépathie, il sait comment je fonctionne, forcément, parce qu'il est avec moi. Non, 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 c'est pas vrai. Et puis nous, on met un certain temps déjà à savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on aime, où c'est qu'on aime, etc. Bon, certaines personnes ne le savent même pas encore, hein, elles se découvrent. Mais comment on veut qu'en une soirée, le partenaire ou la partenaire en face sache exactement là où il faut aller, ce qu'il faut faire pour nous faire du bien, pour nous faire plaisir. Donc, cette télépathie, bon, ça peut marcher, hein, des fois, la première soirée, ah ouais, c'est gros coup de bol, très bien. Mais le fait d'en parler va augmenter justement cette sexualité qui va devenir de plus en plus épanouissante, avec beaucoup de plaisir. Et aussi, ça va apaiser de pouvoir en parler. Donc, de ne pas attendre en fait qu'il y ait un trouble ou des reproches pour en discuter. C'est important. Et puis, pas forcément, par exemple, parler de ses expériences passées, mais parler de soi avec la personne avec qui on partage sa vie actuellement. Pas de reproche non plus. Voilà. C'est des petits trucs d'utiliser, par exemple, la communication non violente pour parler de sexualité, c'est très bien. Il y a des choses euh, voilà, qui peuvent être un peu blessantes parfois quand on parle de sexualité. Donc, d'y aller vraiment en parlant de ses émotions à soi, Et de de ce qu'on ses a besoins à ressenti. soi. Ouais. Ok. Voilà. Donc, voilà quelques petits tips autour de cette communication. Ouais, c'est vrai que du coup, ça permet aussi de se libérer des injonctions, puisque comme on va revenir à soi, on va se reconnecter à ses propres besoins. Au lieu de partir du principe que l'autre aime telle ou telle pratique parce qu'on l'a vu dans différents supports, ben non, on va vraiment s'intéresser à notre partenaire, quoi. C'est Mm. ça. Oui, et puis des fois, on veut faire plaisir, on se dit, ah bah oui, forcément, c'est ça, et puis en fait, pas du tout. Donc, Exact. On peut avoir des surprises, en effet. exactement. Est-ce que tu as l'impression que les injonctions, les modèles ont évolué à travers le temps, ces dernières années, par exemple? Oui, je trouve que ça évolue. Alors, pas forcément en termes de quantité, parce qu'il y en a toujours eu, il y en aura toujours, hein, malheureusement, sans être négative. Mm. Mais je trouve que ça évolue, peut-être parce que la femme s'émancipe un petit peu plus sur ce côté-là, d'être
un peu plus dans le respect de soi-même, parce que souvent, ce qu'on entendait, c'était ah, bah, elle aime le sexe, donc c'est forcément une salope, par exemple, ou bah, si j'aime le sexe, ça veut dire que je me respecte pas. Donc on évolue un petit peu là-dedans, mais du coup, ça engendre d'autres injonctions. C'est bah, j'aime le sexe, mais j'ai pas d'orgasme. Alors bon, bah à quoi ça sert? Voilà, donc ça évolue aussi avec ce qu'on en dit de plus en plus, hein, aussi dans les réseaux sociaux. Hein. Là, ça véhicule beaucoup d'idées, beaucoup d'images. Donc je trouve qu'il y a une évolution euh, voilà, sur les injonctions en elles-mêmes, sur les sujets. D'accord. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a une différence concernant les injonctions et les modèles selon si on est un homme, une femme, ou si on est hétérosexuel, homosexuel ou autre chose? Est-ce que tu as Euh, l'impression que ce sont à peu près les mêmes injonctions qui reviennent ou qu'il y a des choses qui diffèrent? C'est vrai que il y a quand même alors sans catégoriser les hommes et les femmes, mais il y a quand même des catégories qui reviennent, c'est vrai. Alors pas que hétéros, hein, femmes, hommes, etc., mais vraiment, Oui. il y a beaucoup, beaucoup. Maintenant, on aime catégoriser en fait les humains, donc les injonctions vont avec. Donc malheureusement, oui, c'est assez catégorisé. Ok. Oui, tu vois, même ma question, en fait, en la posant, je me suis dit c'est maladroit, mais je voyais pas comment la poser Ouais, différemment. ouais, C'est ouais, ouais, vrai qu'il y a cette tendance à, comme tu dis, à mettre les gens dans des cases. ouais. Mm. Non, mais ouais, complètement. Et puis mais c'est vrai que du coup, c'est assez triste parce que en fait, après, même si on n'avait pas cette injonction-là, par exemple, donc je prends une femme hétérosexuelle, Mm. même si on n'avait pas cette injonction-là au départ, et ben de voir plein de femmes hétérosexuelles autour de nous avoir cette injonction-là, Voilà. ben on va peut-être se l'approprier, alors qu'on ne s'était pas forcément posé la question avant. Donc voilà, c'est vraiment des choses oui, qui évoluent et qui nous mettent un peu, voilà, un peu dans des cases. Bah, je suis homosexuel, un homme, j'ai forcément ça qui va m'arriver un jour. Non, pas Mm. forcément. Du coup, c'est vrai que c'est hyper complexe comme question parce que c'est un peu qu'est-ce que je fais de ma sexualité? Où est-ce que je trouve des idées, des modèles? Comment je trouve ce que j'aime? Ouais. Oui, et c'est vraiment cette première question-là, c'est qu'est-ce que j'aime moi? Avant Mm, de se tourner vers l'autre, qui est donc un ou une partenaire, mm. déjà se tourner sur soi et de se dire qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je veux, à quoi me sert ma sexualité, pourquoi j'ai un rapport sexuel, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir un rapport sexuel? C'est vraiment ces questions-là de bah, voilà, qu'est-ce que je veux? Est-ce que je veux du plaisir? Est-ce que je veux décharger une émotion? Est-ce que je veux faire un enfant? Est-ce que je veux voilà, à quoi me sert en fait cette sexualité? Et quand j'ai ces réponses-là, déjà, je suis plus apaisée pour pouvoir après partager une sexualité avec quelqu'un. Je trouve que cette question de base, elle est essentielle. Mm. Est-ce que déjà, est-ce que j'ai besoin d'une sexualité? Et si oui, Exactement. dans quel but, quoi? C'est ça. C'est vraiment la base, hein. Ouais, ouais. Et après, comment je veux cette sexualité? Ouais. Parce qu'on n'est pas obligé d'avoir une sexualité pénétrative toute sa vie, à chaque rapport, le corps évolue. Donc, euh, donc voilà, c'est vraiment cette question-là vraiment ouais, qui est fondamentale pour moi. Et souvent, quand je la pose, on me dit oh, ah bah bonne question, ah bah je sais pas. Mm. Parce que je crois que c'est la question qu'on se pose pas. Comme si Ça, il fallait, enfin que la sexualité c'est ouais, obligatoire entre guillemets et voilà. Et vas-y, exactement. ça fait partie de la vie. C'est. C'est ça. Et de ne pas avoir une sexualité, enfin en tout cas de ne pas avoir de rapport sexuel, c'est avoir une sexualité. On a tous en fait une sexualité, mais l'abstinence est une forme de sexualité. Alors pour une personne qui voudrait avoir une sexualité épanouie, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil pour justement se connecter à sa propre sexualité et avoir une sexualité personnelle en fait? Ouais. Bah, voilà, déjà se questionner soi-même. Qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce que je n'aime pas? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans ma sexualité? Vraiment, avant de se poser la question d'un rapport sexuel avec quelqu'un, vraiment de se poser la question sur soi, ses besoins, ses envies,
comment fonctionne son propre univers fantasmatique. Est-ce que c'est avec un l'aide d'un support? Est-ce que c'est juste une imagination? Est-ce que c'est se mettre en auto-hypnose? Est-ce que c'est se mettre dans un lieu spécifique? L'environnement joue? Est-ce que les odeurs jouent? Est-ce que le toucher est important, etc. Vraiment de faire vraiment un panel de sa propre sexualité sur bah, voilà, ce qu'on n'aime pas, et comment on l'aime, comment on ne l'aime pas. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas faire l'amour avec de la lumière. Se poser la question, bah, est-ce que si mon partenaire ou ma partenaire veut de la lumière, est-ce que les petites bougies, ça pourrait me convenir, par exemple? Est-ce qu'une lumière tamisée peut me convenir? Voilà. En tout cas, de se dire où sont mes limites, et qu'est-ce que j'aime pour ressentir du plaisir, et ressentir un apaisement. Parce que c'est ça, hein, la sexualité, c'est après on est apaisé. Est-ce que je connais mon corps aussi? Parce que ça, c'est important. Quand un homme est debout nu, on voit son pénis. Quand une femme est debout nue, on voit son pubis, on ne voit pas son sexe. C'est aussi une bonne chose d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur, de se mettre voilà, assise par terre, un miroir devant soi, les jambes un peu écartées à la gynéco, et puis de regarder en fait bah, à quoi ressemble mon sexe en fait. Comment est ma vulve? Comment est mon vagin? Où est mon clitoris? Comment je peux voir en fait mon sexe? Est-ce que en fait, oui, en fait, il est ouvert, tout va bien, c'est bon, je peux me rassurer, parce qu'il y a des questions de vaginisme où on pense que son sexe est complètement fermé. Est-ce que en touchant par ici, ça me fait plus de bien que de l'autre côté? Ah bah tiens, il y a des pertes blanches, qu'est-ce que c'est? Enfin, voilà, vraiment de faire, de regarder en fait vraiment son sexe, les sensations qu'on a en le touchant, pour le connaître, parce qu'en fait, la plupart du temps, on ne le connaît pas en tant que femme, son sexe. Un homme peut aussi tester différentes choses avec son pénis, ses testicules, et puis aussi son anus. Souvent, les hommes, l'anus, c'est quelque chose qu'il ne faut pas toucher. C'est encore une injonction. Par l'injonction. Ah bah non, ça c'est pour les homosexuels. Voilà. Bon, bah, malheureusement non, il y a un plaisir anal très important pour la jante masculine qui est intéressant à explorer. Donc voilà, de vraiment se poser des questions mentalement, et puis de découvrir son corps de manière solitaire et de voir ce que ça procure comme sensation. Est-ce que tout se joue au niveau du bassin? Est-ce que ça joue en plus est-ce que ça fait des frissons partout dans le corps? Est-ce que ça nous donne d'autres images? Voilà. Qu'est-ce qui se passe quand on découvre son corps? Voilà ce que je pourrais donner comme premier Oui, ce conseil. sont des premiers conseils. C'est ça, Beaucoup de choses à explorer, à se questionner aussi et c'est se ça. connecter à soi. Enfin, c'est toujours ça le. Et vraiment de s'écouter, Oui, de s'écouter, de connaître ses limites, vraiment. ok. De ne pas rester, parce que si on ne connaît pas ses limites, on pourrait après s'engager dans un rapport sexuel qui ne nous correspond pas, et de rester bloqué sur ce rapport sexuel qui n'était pas satisfaisant pour nous, qui nous a provoqué soit de la douleur, soit un mal-être ou un malaise, et qu'on reste bloqué là-dessus, que en fait ce schéma vicieux après revienne. J'ai eu mal, donc forcément le prochain rapport, j'aurai mal. Donc c'est important de connaître ses propres limites. Est-ce qu'il y a des côtés positifs aux injonctions et aux modèles? Est-ce que ça peut apporter quelque chose? Est-ce que ça a un intérêt? J'imagine que oui, sinon il n'y en aurait plus. Et alors, en fait, ça nous permet d'évoluer quand même sur certaines choses, je pense. Je dirais pas que c'est des côtés positifs, dans le sens euh, c'est bien qu'il y en ait, Ouais. mais je dirais que ça permet de se baser sur certaines statistiques, par exemple. Ça permet de se situer un petit peu par rapport à une espèce de norme qu'on pourrait avoir. Ça permet de découvrir certaines choses, parce qu'en fait, avant, on ne parlait pas du tout d'orgasme au niveau de la femme. Ouais. Donc là, maintenant qu'on en parle, bon, ça devient une injonction, non, mais qu'on en parle, c'est plutôt positif, parce qu'on peut se dire, ben, ouais, en fait, ben oui, je suis pas juste un trou à remplir pendant un rapport sexuel. J'ai moi aussi
la chance de pouvoir avoir un orgasme. En plus, la femme est multi-orgasme, alors profitons-en. Mais c'est ce côté-là peut-être qui peut aider. Mais comme je disais tout à l'heure, avec beaucoup de recul, parce que l'injonction bah, justement de la taille du sexe, ben, ça fait beaucoup, beaucoup de mal aux hommes et c'est pas forcément ce que veulent les partenaires en face. Mm. Donc, Ouais, je pensais aussi au corps, en fait, à la forme du corps. oui, tu en parlais oui, Je tout à trouvais l'heure. toujours un petit peu les mêmes, enfin, des Oui, fonctions de minceur, de musculature, enfin, par exemple, hein, mais ouais, ouais, ah en ouais, termes ouais, de poils aussi, je pense. ça c'est clair. Oui, oui, alors ça, c'est une hérésie, mais c'est dans tous les magazines, même au-delà de la sexualité. Alors, ça se développe de plus en plus, hein, c'est bien. Là, on voit de plus en plus de corps différents, hommes et femmes, disons, un peu plus épais que une taille 34 comme ça, donc c'est de mieux en mieux. Puis ils n'ont pas encore compris qu'on ne faisait pas une taille tous 34. Puis pour se projeter sur un vêtement taille 34, bon, il y aurait moins de retours s'il y avait plus de femmes un peu plus rondes. Mais ça, c'est vraiment au-delà de la sexualité. Les corps qu'on nous présente sont des corps dits standards qui vont convenir à tout le monde. Mais pas du tout. Et c'est pour ça qu'il y a des catégories aussi, même dans les films pornographiques, qui apparaissent, des personnes un peu plus vieilles, des personnes un peu plus rondes, parce que en fait, bah, nous, on n'a pas forcément envie d'être avec une taille mannequin. C'est pas forcément ça notre réalité, c'est pas forcément ça notre envie. Donc oui, les corps qu'on voit. Et c'est là où on évolue aussi dans ces injonctions-là, avec le body positive. Il y a plein de choses qui évoluent quand même positivement de ce côté-là. Euh, mais on voit encore beaucoup de corps quand même très très minces, même maigres, hein, Mm. parfois. Hein. C'est pas forcément la réalité, quoi. Oui, puis j'imagine quand même que ça habitue notre œil, Mm. même si on veut se libérer de ça, quelque part, ça agit quand même sur nos représentations. Ouais, ah ouais. Forcément, il y a un effet, comme tu Ah disais, ouais, un travail de déconstruction à faire après. ouais. Oui, parce que si on voit voilà, que des personnes très très musclées, très 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 fins toute la journée, ben, on se dit bah, c'est ça en fait que veulent les gens, c'est forcément ça. Là, il y a la grande mode en ce moment, c'est d'avoir des énormes lèvres. Je sais pas si tu as déjà vu passer Mm. voilà, mais faut une bouche comme ça tout le temps. Donc, les personnes se font injecter, ben, c'est pas une forme de Botox, mais quasi. Ils appellent ça de la médecine esthétique. Donc en plus, maintenant, on parle même de médecine esthétique, donc ça veut dire médecin, donc ça veut dire en plus une bonne représentation normalement mentale. Mm. Donc ça, c'est aussi une nouvelle injonction d'avoir une énorme bouche comme ça. Et moi, j'aimerais bien voir après, dans quelques années, toutes ces personnes-là qui ont fait ça, parce que ça va forcément avoir un impact corporel sur ces personnes. Donc, réfléchir avant de se dire bah, l'injonction, il faut que j'y réponde en fait, quelle qu'elle soit. Parce que c'est sous forme de mode. Avant, on adorait, enfin, je ne sais pas en quelle année c'était, mais l'époque des rois, des reines, c'était les corps, il faut qu'ils soient bien, bien épais, bien gros, etc. Bien tout en rondeur partout pour que ce soit beau. Donc le beau évolue. Mm. Les Grecs, toutes les statues grecques avaient un micro-pénis hein, presque. Hein, donc c'était de la puissance. Donc tout ça, on évolue sur ces injonctions-là. Est-ce qu'il faut du coup suivre la mode ou est-ce que c'est mieux de s'écouter et de se dire, bah, en fait, oui, il y a peut-être une mode en ce moment qui est là bah, moi, ça ne me correspond pas, peut-être que je vais faire à ma manière. Voilà. Qu'est-ce qui est le mieux, en fait? Vraiment de s'interroger sur ça. Moi, je prends le parti que c'est mieux de s'écouter, mais Bien après, sûr, mais c'est difficile hein, de s'extraire de la pression du groupe. ouais. Ouais. Non, c'est vrai, c'est vrai. Mhm. C'est une force, quoi. Oui, c'est une force. Écoute, je crois qu'on a fait le tour des questions. Est-ce qu'il y a quelque chose, tu penses, que j'ai oublié, que tu trouves qui serait intéressant de poser, Non, bah, non, enfin, peut-être une phrase que j'entends souvent pas qui me choque, mais qui t'interpelle? qui m'interpelle, voilà, exactement, qui m'interpelle vraiment.
de plus en plus dans la pratique, c'est quand je reçois un couple ou en tout cas quelqu'un qui est en couple, c'est bah, tout va bien dans notre couple, à part la sexualité. Et en fait, cette phrase m'interpelle parce que pour moi, la sexualité n'est pas à part, justement. Elle fait partie du couple. Donc, un couple apaisé, un couple en confiance, un couple qui est bien, en fait, hein, qui fonctionne, qui est heureux. Cette notion de à part la Ouais. sexualité, c'est vrai que ça, pour moi, me fait dire que on est encore dans une société où ben, on met la sexualité à côté. Hmm. Et pour moi, ça fait partie vraiment de la relation, du couple. Pour moi, c'est une des bases un peu de la maison. Ouais, mais c'est comme tu le disais tout à l'heure, en fait, la sexualité, elle est intégrée dans la vie du couple, parce que c'est pas juste le rapport sexuel, c'est toutes ces petites choses, ces petits gestes, cette intimité, cette communication, c'est vraiment quelque chose de, bah, c'est comme un Lego, en fait, et Oui, voilà, c'est un peu partout, quoi. c'est Mm. ça, exactement. Ça serait de dire, bah, il y a un sujet dans le couple, on n'en parle pas, quoi. Mm. C'est tabou, et malheureusement, on va prendre des chemins différents si, s'il n'y a pas cette discussion-là autour de la sexualité, de ce qu'on a envie de créer en fait avec son ou sa partenaire. Ouais, je vais creuser cette question parce que je la trouve très intéressante. Mm. Un couple qui justement te dit ce genre de choses, tout va bien, sauf notre sexualité. Est-ce que justement ce caillou dans la chaussure là, ça peut finir par gâcher toute la relation? Alors là, il n'y a pas c'est pas noir ou blanc, hein, c'est Oui. pas binaire. Mais malheureusement, c'est ce que j'aperçois, oui, après, c'est souvent, par exemple, en consultation individuelle, que l'homme ou la femme ou dans un couple homosexuel, l'un des deux partenaires me dit, ben, écoutez, moi, là, c'est proche de la rupture, je vais voir ailleurs, là, je vais pas pouvoir tenir comme ça. Ouais, ok. Donc, ça peut amener à ça, ou alors ça peut amener à vraiment deux sexualités chacun de son côté. Mais alors, c'est accepter après cette Oui. sexualité. Et donc de construire ce couple avec une sexualité à côté, euh, Oui. chacun, donc soit solitaire, soit avec un ou une partenaire, mais que ce soit accepté dans le couple. En Donc fait, on revient toujours à la communication. c'est ça, c'est ça. Il faut vraiment être sûr, parce que ça peut éclater un couple aussi, hein, d'ouvrir son couple. Donc vraiment de se poser les bonnes questions sur bah, qu'est-ce que j'ai envie. En fait, il y a ce sujet couple qui apparaît. Qu'est-ce qu'on fait pour le débloquer, pour trouver une solution ensemble. C'est Oui. pas juste, c'est pas une réponse facile individuelle, c'est une réponse vraiment de couple. Mhm. D'accord. Mais oui, c'est une phrase vraiment qui revient de plus en plus et qui m'interpelle vraiment parce qu'on a vraiment cette habitude-là voilà, de mettre la sexualité à côté de tous les autres sujets, confiance, enfant, relations financières. Enfin voilà, vraiment, c'est un projet à côté, quoi. Ça fait pas partie du couple. Est-ce que tu as l'impression que la place de la sexualité change au fil de la vie d'un couple? C'est-à-dire que par exemple au début, c'est très central, on se connaît, c'est enflammé, il y a la passion, donc il y a Ouais. beaucoup, enfin pas forcément beaucoup de sexe, mais en tout cas le sexe tient une place importante. Et qu'ensuite, comme tu dis, ça va se construire sur d'autres choses, on va développer une famille, on va s'occuper des enfants, et que du coup, la sexualité commence à devenir plus annexe. Je sais pas si je suis Ouais, claire. ouais, je vois ta question et c'est vrai qu'il y a un peu des âges de la sexualité dans le couple. Mm. Après, c'est tout à fait normal, hein, on se rencontre, il y a une fusion en fait qui est faite de manière relationnelle mais aussi sexuelle. On n'a pas envie de se quitter, on pense à l'autre tout le temps. Il y a vraiment, voilà. Après, c'est bien de couper un petit peu et de redevenir individuel quand même parce qu'on n'est pas la moitié de l'un ou la moitié de l'autre. On est soi. Ouais. Et donc, c'est ça qui est important, c'est d'avoir quand même cette vie individuelle et cette vie de couple. Et que la sexualité évolue, c'est normal. Et encore une fois, là, c'est encore une injonction d'avoir un rapport toutes les semaines ou d'avoir une sexualité, avoir une sexualité épanouie, ce serait d'avoir une sexualité tous les jours. Voilà, là, encore une fois, c'est des injonctions
et qu'il faut se débarrasser de ces injonctions pour trouver la sexualité du couple que nous vivons. Qu'est-ce qui nous plaît, de quoi on a besoin. Et puis de comprendre certains âges de couple aussi, hein, parce que il y a des changements. Tu parlais voilà, des enfants. C'est sûr que pendant la grossesse, des femmes vont avoir une énorme libido exubérante et d'autres, ça va être le calme plat, rien. Et à la personne à côté de comprendre et d'en parler ensemble, de dire bah ouais mais là en fait là j'ai aucune envie ou là j'ai très très envie, qu'est-ce que je fais, est-ce que tu es là, est-ce que tu es présent ou est-ce que j'ai une sexualité à côté, solitaire en me masturbant parce que tu peux pas répondre à ma demande. Et c'est pour ça que la communication là elle est hyper importante. Et après quand les enfants sont là, bah, c'est pareil, il y a un rythme, il y a un nouveau rythme qui est là, il y a peut-être plus de routine, plus de choses. La mère devient mère, faut pas qu'elle s'oublie en restant femme. Et beaucoup de mères deviennent mères, simplement, point. Ça, c'est Et encore une autre question très intéressante, effectivement. On donc, pourrait faire un autre podcast aussi. c'est ça. Mais voilà, on évolue dans la vie du couple, ça évolue. Un changement de travail peut faire évoluer la sexualité. Revenir du travail en étant complètement stressé, ne pas avoir de libido, ne pas avoir de désir, c'est tout à fait normal. Ou Hmm. fatigué, enfin voilà. Donc les âges au niveau de la sexualité dans le couple, oui, ça évolue hyper souvent en fait. Dès qu'il y a un changement, quelque chose, un déménagement par exemple, ça peut aussi réduire complètement la libido. Mais rien n'est binaire, encore une fois, hein, ce Oui, sont que des exemples tu vois, que je te cite là. oui, oui. Euh, Faire construire une maison, par exemple. Enfin, tu vois, c'est que des exemples que ma clientèle m'a donné. Et c'est vrai qu'en fait, on peut s'imaginer tout et n'importe quoi, mais c'est vrai que faire construire une maison, ça peut aussi réduire complètement la libido d'un des deux partenaires. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a des âges de la vie où on peut être plus sensible aux injonctions? Peut-être à l'adolescence? Ouais, complètement. En fait, tant qu'on n'est pas assez mature en termes de recul, on prend l'injonction, clac. Moi, je le vois, mes jeunes clients, clientes. Alors, moi, je n'ai que des personnes majeures. Mais quand je dis jeunes, tu vois, de 18 à 25 ans, ils sont plein d'injonctions, mais plein d'injonctions. Donc, c'est vraiment ça où je les fais se questionner sur ces injonctions-là. Est-ce que c'est des injonctions qui veulent garder ou non? Est-ce que c'est vraiment ça qu'ils veulent chercher ou pas? Parce qu'après, leur objectif, c'est leur objectif. Si la personne Oui. vient me voir avec un objectif d'atteindre un orgasme, bon, je la questionne sur cet objectif, mais si après ça reste cet objectif, on va y aller. Mais oui, la plupart. Et ce que je remarque aussi, c'est que il y a beaucoup de femmes qui peut-être en fait n'étaient pas très ouvertes à toute cette lecture, voilà, tout ce monde de la sexualité, qui ont 45-50 ans et qui viennent me voir avec, en fait, voilà, elles viennent souvent, la plupart du temps, elles viennent de quitter leur mari, les enfants sont grands, elles se retrouvent un petit peu toutes seules et elles se disent, en fait, j'ai envie d'avoir une sexualité épanouie. Et là, il y a plein d'injonctions du coup qui arrivent. Est-ce que c'est sale? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que je peux faire ça? Et donc voilà, il y a aussi cette catégorie un peu voilà, de femmes voilà, de cet âge-là qui revient aussi dans le cabinet avec ces injonctions-là. Dernière question pour toi, est-ce que tu aurais des recommandations culturelles, une ou deux, pas forcément, enfin, sur ce sujet ou un autre, quelque chose qui t'a touché particulièrement et que tu aimerais recommander? Ça peut être un film, un bouquin, n'importe quoi, une série. Ouais, j'en ai pas mal. Le mieux, qu'est-ce que je pourrais dire? Ouais, c'est pas facile. Ouais, c'est pas facile. Je pense le mieux et celui qui aide le plus aussi, donc c'est celui que je vais citer parce que c'est vrai que ça aide le plus, c'est le livre de Jouissance Club. C'est une personne qui est illustratrice et qui a commencé sur Instagram il y a quelques années et qui a sorti un livre sur la façon de tenir un sexe, la façon de masturber une vulve. C'est assez pratico-pratique D'accord. et ça casse un peu les codes.
justement, et puis il y a plein de possibilités. Enfin, c'est limite un Kama Sutra un peu plus moderne, qui casse les codes aujourd'hui. Et voilà, donc je trouve que c'est un bouquin qui marche bien chez les gens, donc peut-être que voilà, leur citer, ça peut être une bonne chose. Très bien. Eh bien, super, Maryse. Est-ce que tu as encore autre chose à ajouter ou on peut se dire Oh non, mais c'était vraiment c'était un vrai plaisir, Valérie, donc chouette, j'ai beaucoup aimé. ben, moi aussi, je te remercie beaucoup. Et puis, je te dis à bientôt Yes. et je te souhaite un bel été. Merci, toi aussi. J'espère que cette écoute t'a plu, que tu as appris des choses, qu'elles t'ont intéressé. Je t'invite à faire le tri dans ce qui est intéressant pour toi, dans ce que tu souhaites garder ou dans ce qui ne correspond pas à tes valeurs. Et puis si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker, à partager, enfin à faire tout ce que tu souhaites pour soutenir Deep Impact. À bientôt!